a eu plus de 300 000 utilisateurs uniques en 40 jours. Ma plus grosse perte en crypto, c'est quand Je me suis fait scammer. J'ai dû aider à lever plus de millions facile. C'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui se lance aujourd'hui? Il faut tout multiplier par 3. C'est 300% de marge d'erreur. T'étais en mode, je te conseille fortement d'arrêter ce projet-là. Je suis connu pour être assez direct. C'est quoi la pire erreur que peut faire un entrepreneur? Je pense qu'il faut qu'il y ait les 3 ou les 4 trucs les plus importants pour convaincre un investisseur. Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué, vous êtes bien sur le Crypto Daily. Alors aujourd'hui on va parler d'éducation, de bullshit dans le Web3, d'entrepreneuriat, de tokenisation, de jeux vidéo et même de levée de fonds. Et on parlera aussi de l'avenir de Telegram, mais ça arrive dans un deuxième temps. Donc si tu t'es déjà posé les questions, est-ce que l'écosystème entier n'a pas trop spéculé sur du vent, notamment pendant les gros booms dans le Web3? Est-ce que les NFT c'est vraiment fini ou c'est juste mal compris? Et surtout, est-ce qu'on forme réellement les jeunes aux vrais enjeux du Web3 ou est-ce qu'on les envoie dans le mur? Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va répondre à tout ça avec notre invité du jour, Bilal. Et si tu ne nous connais pas, le Crypto Daily, c'est un média d'actualité où on va faire de l'actualité gratuitement chaque jour. Les infos, ça va vite, donc abonne-toi. Salut Bilal. Salut Ben. Comment ça va tout le monde? Écoute, ça va très bien, ça me fait super plaisir d'être là. Tu l'as mentionné juste avant qu'on commence, on se connaît depuis un moment maintenant. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et merci de me donner l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui. On avait fait une interview il y a 2 ans. À l'époque, c'était encore juste en podcast, en audio. Tu étais venu au bureau. Ouais, je me souviens très Tu bien. te rappelles à Boulogne. Très cool. Depuis 2 ans, les choses ont changé. Que 2 ans? Je pensais que ça faisait plus. Mais ok. Je crois que ça fait 2 ans ou 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Mais les choses ont beaucoup changé. Là, tu vois, voilà, ça y est, on peut faire de la vidéo, on a des studios, etc. Mais là, aujourd'hui, on va parler de toi, de ton parcours, Bilal, parce que tu restes quand même un des noms français de l'écosystème blockchain et crypto. Humblement, mais tout le monde a entendu parler de Bilal El Alami, de Pirates Lab, tu vois ce que je veux dire, des autres projets que vous avez accompagnés. Et aujourd'hui, même Pirates et BBS aussi, ça reste des entreprises qui ont leur mot à dire sur le futur, notamment de l'écosystème crypto en France. Ouais, on s'est bien installé. Eh ben, félicitations pour ça. Je te propose qu'on commence directement par un jeu. Vas-y. T'es pas au courant? Tu me dis si t'es au courant, mais je crois pas que t'étais au courant. Dis-moi. T'es pas au courant? Très bien. Alors, je vais te poser des questions je suis. Tu me dis oui ou non. Ok. Je suis contre le système capitaliste actuel. Oui. Je suis convaincu que 80% des projets crypto sont surcotés. Carrément, ouais. Je suis plus Elon Musk que Greta Thunberg. Clairement. Je suis convaincu que l'école ne m'a rien appris sur l'argent. Oui, c'est vrai. Je suis encore traumatisé par FTX. Non. Je suis prêt à tout pour faire x10. Non. Je suis persuadé que XRP c'est fini. Faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Je suis convaincu que le bear market est une opportunité. Clairement, ouais. Je suis plus hold que trade. Oui. Je suis convaincu que Solana c'est juste du marketing. Non. Je suis persuadé que les NFT c'est fini. Non. Je suis pour une régulation stricte des cryptos. Non. Je suis pour réformer complètement le système éducatif français. Oui. Je suis contre les influenceurs crypto. Non, pas forcément. Je suis persuadé qu'on ne devrait pas lancer de projet Web3 sans vraies utilités. Moi, oui, mais pas tout le monde. Je suis pour les CBDC. Non. Je suis plus école alternative que grandes écoles. Dur. J'ai beaucoup appris en école. Oui ou non? École. Oui ou non, je dois te couper. Non. On y reviendra après. Je suis convaincu que les banques finiront par adopter Bitcoin. Oui. Et enfin, j'ai beaucoup trop de projets qui viennent me voir pour lever des fonds. C'est clairement vrai. Tu voulais dire quelque chose donc sur les grandes écoles, je te remets la question. Je suis plus école alternative que grandes écoles. Moi, mon parcours, c'est que j'ai fait la fac, physique, maths, pure fac, tu vois, à l'UPMC, Université Pierre et Marie Curie à Jussieu. J'étais un peu contre les grandes écoles, mais quand je suis arrivé en grande école, je me suis rendu compte que ce que j'aimais pas sur les grandes écoles, ou que ce que je pensais des grandes écoles, c'est-à-dire que c'était qu'un cercle de Parisiens, ben en fait c'était faux, parce que j'ai jamais rencontré autant de multiculturels, enfin une population aussi cosmopolite que à l'ESCP, quand j'ai fait l'ESCP. Et j'ai juste adoré, d'ailleurs j'ai plus adoré les grandes écoles que la fac. T'as plus adoré les grandes écoles que la fac. Alors, c'est quoi le déclic qui t'a fait vraiment te dire je vais entreprendre? C'est les grandes écoles? Non, du tout. Je pense que c'est de l'admiration pour d'autres entrepreneurs. J'avais rencontré le fondateur du site du Zéro quand j'étais étudiant, de Blablacar. Puis il y a les images des entrepreneurs américains. Et tu dis, bah, moi aussi j'ai envie d'essayer de créer un truc qui m'est propre, qui apporte de la valeur aux autres. Et voilà, je pense que c'est cette idée de, pas de s'approprier, mais d'être reconnu comme corps contributeur de quelque chose que les gens apprécient. Et c'est ça que je trouve très valorisant dans mon travail. Quand t'étais gosse, tu voulais faire quoi? Vraiment, quand t'étais gosse?
Je te parle pas de la grande école, la fac avant. Vraiment, Un peu à un l'image Bilal de- à 10 ans. Qu'est-ce Un qu'il peu à voulait faire? l'image de Pirates, je faisais plein de trucs. J'aimais beaucoup construire des choses avec mes mains. Ok. Je construisais des espèces de vaisseaux spatiaux en bois, en Ok. Lego. Stylé. J'adorais faire ça, j'adorais faire du sport. Je faisais du foot et du vélo. Je me souviens, je me chronométrais, j'essayais d'aller le plus vite possible d'un point A à un point B en vélo. Je restais après mon cours de judo le soir pour faire un cours de judo avec les seniors. Ah oui, et puis tu après, on faisais jouait au plusieurs foot. sports, ok. Donc ouais, non, j'étais très curieux et j'ai toujours essayé plein de choses différentes. J'ai eu plusieurs intérêts, si on parle du métier que je m'imaginais faire. Et voilà, mais je savais que j'avais envie de faire un truc qui m'était propre et l'entrepreneuriat, c'est un peu la voie pour ça. La première fois que tu gagnes de l'argent, c'est comment? Vraiment, pas beaucoup, hein, ne serait-ce qu'un 100 balles ou quelque chose. C'est quand la première fois où tu te rappelles avoir gagné de l'argent ou avoir travaillé pour cet argent? Chaque été, quand j'étais jeune, je sais pas, entre 14 et quasiment 18 ans, j'allais bosser dans le chantier naval de mon oncle. Ok. Il a un chantier naval, il adore construire Trop des stylé. voiliers. Et je passais mes étés à poncer des coques. Et les dernières années, il me donnait des trucs un peu plus compliqués, genre je soudais, genre je faisais la moulure de la coque. Ok. Mais les 3 premières années, je faisais que de poncer pendant 2 mois. Alors, tout ce que tu nous dis là, c'est des trucs où soit c'était du sport, tu utilisais tes muscles, soit tu utilisais tes mains. Aujourd'hui, c'est un peu un changement de carrière. Maintenant, c'est vraiment. Tu fais du coding, si je dis pas de bêtises. Ouais, Tu j'ai sais développé, coder, ouais. tu développes, etc. C'est une très bonne question. En fait, pour être franc, j'ai pas été studieux jusqu'en première au lycée. Et en première au lycée, j'ai rencontré un prof de maths incroyable. Qui t'a fait adorer les maths? Et en fait, ouais, et ce qu'il faisait, c'est que à chaque début de chapitre, il passait 1 heure à nous raconter l'histoire derrière l'algèbre, derrière des équations différentielles. Et il disait, tiens, c'était tel scientifique à telle époque, il faisait ça de sa vie. Et en fait, c'est ce côté historique où tu dis, waouh, c'était un mec, il avait des doutes, il faisait des trucs, il avait une vision, une certitude, tu vois. Et depuis, j'ai adoré les mathématiques et j'étais le meilleur de ma classe en maths, en première et en Tu t'es terminale. découvert Je une. voulais faire des maths, je me suis découvert une sorte de passion. Je faisais des concours de maths au lycée. J'avais un grand tableau qui faisait tout un mur. Je faisais des équations de partout. Et d'ailleurs, même à l'université, les gens qui venaient chez moi, ils voyaient sur un énorme tableau, mais genre de 5 mètres sur 4 mètres, tu vois, des équations des trucs, de partout. waouh. Et j'adorais, je me perdais dans ces lignes d'équations, j'adorais. Parce qu'en général, les maths, c'est pas le genre de truc que tu te découvres fan en première. Tu vois ce que je veux dire? T'aimes ça quand t'es petit. Ouais, non, c'est les gens que tu rencontres et je sais pas, c'est la structure, le fait que tu vois, il n'y a pas de doute quand tu résous une équation. Voilà, tu vois, genre t'as un Elle est finie, résultat oui. ou un ensemble de résultats, il n'y a pas de doute, tu vois. Et j'aimais bien cette précision. Mais alors, quand t'entreprends, il y a des doutes. On a que ça dans Ouais, les bien entrepreneurs. On n'a que des doutes. On n'a aucune garantie. On n'a rien. C'est quand même, au final, les maths et l'entrepreneuriat, ça reste 2 mondes un peu. Ouais, je dirais que différents. c'est le level up, l'entrepreneuriat des maths. Pourquoi? Ok. Parce que, en fait, tu vois, dans les maths, quand tu travailles avec des équations, tu as plusieurs variables. Ces variables, elles sont intriquées, connectées, corrélées entre elles, ce qui fait la courbe ou le truc à la fin. Et en fait, quand tu penses à l'entrepreneuriat, tu vois, un peu comme des agents IA, tu vois, t'es un agent, l'autre c'est un agent, l'autre c'est un agent, et ces agents, ils prennent en paramètre certains trucs qui sont leurs ambitions, leurs doutes, leurs forces, leurs faiblesses, tu vois, dans le marché. Mais en fait, c'est ça l'ultime game des maths, tu vois, c'est de le projeter à la vie et d'essayer de projeter ce que les gens veulent, comment ils vont aller intercepter une trajectoire. Et moi, je vois vraiment la vie comme ça, et je dis souvent, quand tu mets en place une stratégie, elle prend 1 an, parce que tu dois organiser l'event, booker le truc, faire en sorte que tu sois prêt, avoir la communication de prête, fédérer les partenaires, la logistique, tu vois. Donc il y a plein de trajectoires et l'objectif c'est de les faire converger jusqu'à un moment où c'est ce moment qui te crée le fait que tu prends la place dans la mémoire pour pouvoir communiquer de manière commerciale, etc. Tu vois. On parlait de Bilal adolescent. Bilal entrepreneur, c'est quand la première fois où tu dis ah tiens je vais monter un truc? À quel moment tu dis ok je vais faire quelque chose et je vais pas je sais pas moi prendre un taf de chercheur en maths ou quelque chose comme ça? C'est pas genre tu fais un truc et t'as pas mal de choses qui t'intéressent, que t'explores avec différentes personnes. Et puis tu vois il y a des trucs où je te rends compte qu'il y a pas de business, il y a des trucs où je te rends compte bah ça t'intéresse moins. Tu vois c'est un peu un jeu de chaise musicale. À la fin il reste une chaise.
Et c'est le projet où tu as le plus de conviction, où tu as le plus travaillé. Et s'il est encore vivant et que tu as cette boule au ventre, et la première fois que je l'ai entendu quelqu'un dire ça, je dis, qu'est-ce que ça veut dire la boule au ventre? En fait, tu verras quand tu le sentiras, tu as la boule au ventre, tu as une certitude que ce sur quoi tu travailles, tu vois, c'est stylé, ça T'as peut pas de faire la garantie, différence. mais c'est tes guts, quoi, Ouais. c'est ton intérieur. C'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui se lance aujourd'hui, Bilal? Alors, il y a plein de bons conseils, mais s'il y en a un que je vais insister, et tu vois, il est lié à la trésorerie, au cash, c'est super important, c'est le pulse de ta boîte, si t'as plus de cash, tu vis plus. C'est que quand on fait un BP, il faut tout multiplier par 3, parce que, tu sais, on se dit, ah, je vais mettre 20-30% de marge d'erreur, mais en fait, Non, mais non. 100% de marge. C'est 300% de marge d'erreur. Tu vois. À 300% carrément. Ouais, il faut Ok. multiplier Ah oui. par 3, genre ce que tu penses que ça va te coûter, le temps que tu penses que ça va te prendre, pour être réaliste, Ok. vraiment. Et voilà, et c'est de ne pas sous-estimer le détail et tout ce qu'il faut faire pour pouvoir exécuter ton ambition que tu as en tête. Tu me disais en interview il y a 2 ans ou 2 ans et demi ou peut-être même 3 ans, quand il y a du cash sur la table, il faut le prendre. Est-ce que tu penses toujours ça? Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je m'explique. En fait, je disais ça aussi dans un contexte où, tu vois, j'entends souvent des entrepreneurs dire « Ah, j'ai telle ou telle personne intéressée, j'attends de trouver plus de gens, etc. » Et en fait, il se crée un problème en faisant ça, parce qu'un investisseur, en vrai, ça ne veut pas investir dans ta boîte pendant 1 an. Il y a Ça un va moment investir sur où, le tu moment. vois, c'est excité et tout, et puis après, ça passe à autre chose. Donc, si tu capitalises pas à ce moment-là, en fait, tu peux pas sécuriser l'argent que tu as committé pour pouvoir récupérer plus d'argent. Parce que l'argent appelle l'argent, c'est la vérité. Et en fait, en attendant trop, ce mec se déchauffe, tu plus l'argent, Et au et là, final, tu as perdu le momentum. Donc non, si tu veux lever, il faut prendre l'argent qui est sur la table. Et évidemment, ça sous-entend que l'entrepreneur le fait avec sans envie d'être malicieux dans son approche, tu vois, évidemment. T'en as fait beaucoup des levées de fonds. Ou t'en as accompagné beaucoup, t'as un chiffre comme ça? Les deux. J'ai dû aider à lever plus de 30 millions facile. 30 millions. J'ai pas fait le compte en vrai, mais tu vois, j'en prends 3-4. En 5 ans à peu près? Ouais, en 5 ans, ouais. Autre question, selon toi, c'est quoi la pire erreur que peut faire un entrepreneur? De sous-estimer l'importance des people, du HR, mais surtout des people. Parce que le HR, bon, c'est un sujet, recruter, c'est très difficile, de définir son besoin, pendant combien de temps, trouver la bonne personne, à faire les bons checks, ça, c'est ultra difficile. Mais le plus difficile, en réalité, et on sous-estime, c'est un peu ce qu'on appelle la culture quand la boîte est plus grande, mais c'est le côté humain dans ta boîte, tu vois. Et on dit souvent, ouais, les startups, c'est cool, c'est un petit effectif, etc. Mais en fait, très rapidement, ça s'efface quand on a tous la tête dans le guidon, tu vois. Il y a énormément de personnalités différentes, c'est ça que j'ai appris. Et il y en a qui ont besoin qu'on passe du temps avec eux, d'autres beaucoup moins. Et moi, l'un des regrets que j'ai, c'est que il y a des gens que j'aimais beaucoup et qui faisaient du très bon boulot, et j'ai pas su passer assez de temps avec eux et j'ai pas pu les garder, tu vois. Donc c'est super important l'aspect social. Aujourd'hui, notamment avec Pirates Lab, vous êtes rentré dans le capital d'un peu plus de 40 compagnies. Tu as créé quelque chose d'énorme maintenant, même qui, je pense, ça te dépasse ou pas encore, toi? Est-ce que ça me T'arrives à tout dépasse ? suivre? T'arrives à tout suivre aujourd'hui? Oui, parce que on fait beaucoup ce qu'on appelle du portfolio management, c'est-à-dire qu'on s'occupe plus des boîtes dans lesquelles on a investi qu'on onboard de nouvelles boîtes en ce moment. Ok. Mais de manière générale, tous les 6 mois, j'ai au moins parlé avec tous les fondateurs. Ok. Et il y en a avec qui je parle plusieurs fois par semaine. Bien sûr, vous avez vos bureaux, Ouais. les gens viennent, etc. Pirates Lab est investi dans une quarantaine de boîtes, ce qui est énorme. Est-ce que tout ça, c'est grâce à l'école de commerce que tu as fait il y a quelques années dedans, ou non, c'est vraiment la force des choses et parce que c'est toi? Est-ce que l'école de commerce t'a aidé là-dessus? En fait, ça veut dire quoi? C'est moi. C'est moi, ça veut dire que j'ai un panel assez varié de skills. C'est venu de mon expérience à la fac où je faisais des maths et de la physique et du développement. Et donc, tu vois, j'avais une vision un peu produit, un peu technique, un peu architecture de code. Je comprends dans les grandes lignes des trucs complexes, tu vois. Et le côté école de commerce où j'ai eu le relationnel, le réseau, la finance, tu vois, ces sujets-là. Du coup, ça a fait que j'ai un profil assez complet pour pouvoir faire ce qu'on fait, c'est-à-dire être une société d'investissement qui investit du cash contre des parts dans différentes boîtes. Et voilà, et ça me permet de comprendre ce qu'elles font, ça me permet d'imaginer des synergies entre les différentes boîtes. Donc ta première boîte, EquiSafe, tu peux nous dire rapidement c'est quoi? L'ambition initiale d'EquiSafe, c'est qu'on voulait digitaliser ce qu'on appelle les registres de mouvement de titres, c'est les registres d'actionnaires que les sociétés privées utilisent pour tenir à jour le compte de leur part. Donc, quand il y a des sessions, tu écris une ligne, il y a eu session de personne A à personne B de tel montant.
Et on voulait digitaliser ce livre de compte de part. Pourquoi? Parce que c'était un cahier Clairefontaine que des C'était un cahier avocats Clairefontaine. achetaient, tenaient, et qu'il n'y avait pas de solution digitalisée, et qu'en fait c'était la clé de voûte pour savoir qui est actionnaire. En fonction de qui est actionnaire, ça impacte les poids de vote en assemblée générale, Bien sûr. etc., etc. Et dans des startups, quand il y a des stocks, des trucs un peu dilués, des levées de fonds, différents types de parts, en fait il faut traquer tout ça. Et c'était l'ambition première de EquiSafe. Alors ça, c'est un peu ce qu'on a développé en termes de technologie, la capacité de digitaliser des registres de mouvements de titres. Mais le positionnement business, ils vendent une solution de gestion de véhicules d'investissement à des sociétés d'investissement. Donc c'est quoi des sociétés d'investissement? C'est des clubs de business angel, c'est des clubs c'est des sociétés qui font des clubs deal immobiliers. Et donc du coup, eux, ils vendent un service qui permet à ces investisseurs de se syndiquer et d'être gérés dans le temps. Faire l'assemblée générale, la distribution, des cash flows, etc. Donc là, tu parles d'EquiSafe, qui existe toujours. Tu dis eux et tu dis pas nous. Pourquoi? Pour la raison très simple, c'est que, et ça souvent les gens qui entendent parler de moi ne le comprennent pas, ils pensent que c'est mes projets ou que je suis le CEO de tous ces projets-là. En fait, je dis eux parce qu'il y a une équipe indépendante, il y a un président, des directeurs généraux, une équipe indépendante. Et donc EquiSafe aujourd'hui, c'est devenu une participation de Pirates. Ok. Et donc je la traite comme les autres boîtes. Donc ça veut dire que c'est plus ton bébé, parce qu'au début, c'était une de tes cofondateurs, je rappelle, Ouais. d'EquiSafe. C'est-à-dire que maintenant, tu as réussi quand même à prendre de la distance avec le Ouais, projet. tout à fait, avec une super équipe. Maxime, Fred, C'est trop Grégoire. difficile de prendre de la distance sur son bébé. Si, c'est très difficile, mais l'une des morales que je me suis dit en tant qu'entrepreneur, c'est qu'en fait, il faut pas trop être crispé. En fait, qu'est-ce que je voulais? Moi, je veux aider plein de boîtes, je veux m'investir dans plein de boîtes, je veux comprendre plein de marchés. Une fois que je me suis dit ça, j'ai compris que je pouvais laisser partir EquiSafe. On n'aurait pas fait forcément les mêmes choses, parce qu'on n'est pas forcément les mêmes personnes. Mais moi, mon game, c'est de m'investir dans plein de boîtes, d'aider plein de boîtes, de faire grossir le portefeuille de Pirates. Donc tu lances EquiSafe à l'été 2019. Pas trop dur de traverser le Covid? Si, c'était l'une des périodes les plus difficiles, troublantes de ma vie. Moi, pour être franc, j'ai peut-être mis 3 mois à réaliser que il y avait vraiment un confinement de tout le monde. Je pensais que j'étais dans un rêve. Je me disais, mais c'est pas possible, comment on peut confiner la planète entière et genre, on reste chez nous? C'est du jamais vu. Surtout quand tu viens de lancer ta boîte, c'est une horreur. Et c'était excessivement difficile parce que ce moment, tu vois, même si les gens disaient « Oh, on va se digitaliser », mais en fait, tous les budgets étaient bloqués. Et puis en fait, il s'est passé 9 mois et il y a plein de gens qui sont partis, qui profitaient du Covid pour changer de vie. Et donc du coup, il y a eu plein de turnover dans les boîtes. Et donc en fait, c'était vraiment une année et demie quasiment morte. Tu pouvais rien faire. Mais on en a profité pour essayer de développer notre produit, comprendre qu'est-ce que les gens allaient vraiment acheter dans notre produit. Et c'est ce qui nous a permis de trouver notre product market fit juste à la fin du Covid. C'est quoi un product market fit? Un product market fit, c'est quand tu sais quoi dire, à qui le dire, pour le closer avant de raccrocher. Si tu le closes pas avant de raccrocher, genre en une demi-heure, 45 minutes, whatever, c'est pas un product market fit. Été 2019, tu lances EquiSafe. À quel moment et comment ça devient l'idée de fonder Pirates Labs? Ça vient d'un besoin et d'un intérêt. L'intérêt, comme je te disais juste avant, c'est que j'avais vraiment envie de m'investir dans plus de projets. Et cet intérêt, il est venu au moment où j'ai eu un peu un sentiment d'accomplissement, quand j'ai trouvé le product market fit d'EquiSafe, que j'ai compris ce que je viens de te dire, et qu'en fait, quand tu sais quoi dire, à qui le dire pour le closer avant de raccrocher, en faisant 8 calls par jour, tu fais 8 clients, tu vois. Et ça veut dire que j'ai congestionné le pipe commercial pendant quasiment 6 mois, et on a juste quintuplé notre revenu en 1 mois. Et du coup, j'ai fait waouh. Et je sortais du Covid, de l'aspect réglementaire dans lequel on évoluait. J'avais envie de faire plus, de faire quelque chose de différent. Donc ça, c'est mon intérêt. Et le besoin, c'est que je voyais plein de gens qui voulaient faire plein de choses, mais à qui il leur manquait, de la complémentarité pour pouvoir réaliser leur projet. Et c'est comme ça qu'on a créé Pirates, avec Thomas Binetruy, mon associé. Et on s'est dit, on va investir dans des projets et on va s'allouer à ces projets pour maximiser leurs chances de succès. S'allouer à ces projets, à allouer de votre temps, de vos ressources. Exactement. Alors, c'est quoi Pirates Labs? Pirates, c'est une société d'investissement. Ça veut dire qu'on prend des participations contre du cash, tout simplement. Il y a, on va dire, 3 points qu'on pourrait préciser pour comprendre comment on se positionne. Le premier point, c'est dans la structure. On n'est pas un fonds. On ne gère pas l'argent d'investisseurs. C'est une société qu'on possède à plus de 85% avec mon associé. C'est notre bilan qu'on utilise. Le deuxième point, c'est
dans notre modèle, nous, ce qu'on requiert quand on investit, c'est qu'une partie de notre investissement soit utilisée en ressources chez Pirates. Ok, donc ça veut dire que littéralement, tu mets 20 000 euros dans une boîte. Ouais. Sur ces 20 000 euros, il y a combien qui doivent tourner à Pirates? Il y a maximum 50%. À travers quel... Mais très souvent, ça tourne plus autour de 20%. Pour quel type de prestations, de propositions, enfin, vous les accompagnez sur quoi, comment ça marche? C'est là où c'est le troisième point que je voulais mentionner. Dans notre modèle, c'est que chez Pirates, on a la conviction que n'importe qui, entre guillemets, peut devenir un entrepreneur s'il est entouré des bonnes personnes. Évidemment, il faut qu'il soit pragmatique, il faut qu'il soit humble. Je dois te couper là-dessus, j'ai une phrase que j'aime beaucoup de Kennedy. Ouais. Je ne m'entoure que de gens meilleurs que moi. Ouais, c'est un peu lié à ça. Et donc, s'il y a les bonnes personnes qui entourent des entrepreneurs, ça maximise leurs chances de succès. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recruté des gens en produit, des gens en tech, des gens en marketing, des gens en légal, finance, des gens en levée de fonds, 2 personnes dans chacune de ces disciplines. Et en fait, on vient compléter les équipes fondatrices. Donc, je te donne un exemple. Il y a 2 mecs qui sont tech. Bah, on va mettre des gens un peu plus marketing, des gens un peu plus produits pour les aider à développer leurs produits. Il y a un mec tech et un mec business. Où il y a 2 mecs business, bah, on va louer de la tech, tu vois, et du produit. Et en fait, c'était ça que j'aimais pas dans le modèle des VC, c'est que tu fais que d'investir, tu es un peu un sleeping investor, t'attends, et de l'argent, ça suffit pas pour maximiser. Je pense que tu peux démultiplier ton capital en apportant des ressources. Et de l'autre côté, tu avais un peu le startup studio, où là, c'était leurs idées, ils recrutaient des gens, et ils allouaient beaucoup de ressources. Et voilà, je préfère travailler avec des gens dont c'est leur idée que moi recruter des gens sur mes idées. Il y a une devise chez Pirates, maximiser les chances de succès des entrepreneurs. Tu peux m'expliquer comment vous le réalisez, ça? C'est exactement ce que je te disais un peu sur notre modèle juste avant. Le constat, c'est quoi? Le constat, c'est sur le marché, pour aider des entrepreneurs, tu as des incubateurs, c'est un peu du flex office, tu vois. Tu es dans une pépinière d'entrepreneurs, mais bon, c'est cool, mais je trouvais que ça suffit pas. Tu as les accélérateurs où ils font un peu des workshops, ils accompagnent un peu à lever des fonds. Je trouvais que ça suffisait pas de faire juste des workshops. Moi, ma définition de qu'est-ce qui maximise les chances de succès d'un entrepreneur, c'est qu'il ait accès à la personne qui est experte dans ce dont il a besoin. Donc s'il a besoin de marketing, on lui met un Exactement. expert de marketing. Tu vois. Et ceux qui connaissent les gens de Pirates, comme Payao, qui est une machine de guerre en marketing, tu vois, elle a 9 ans d'expérience en start-up, elle a scalé, géré des budgets de malade. Bah, c'est un bonheur de travailler avec Payao. Juste pour donner un exemple des gens qui travaillent chez Pirates, je vais parler de Payao. Payao, je la rencontre et je lui dis ok, faisons un call pour que je t'explique ce que je veux que tu fasses pendant les 6 prochains mois. On a fait un call, je lui ai expliqué et je lui ai dit tu commences dans 2 semaines. Avant même d'avoir commencé, elle avait fait tout ce que je lui avais demandé de faire pour les 6 premiers mois. C'est ça les gens qui y a chez Pirates. Okay. J'appelle ça des espèces d'Avengers. C'est des mecs ultra forts dans ce qu'ils font, qui se plaignent pas et qui ont juste envie de faire marcher le truc. Vous êtes combien aujourd'hui chez Pirates? On est 8. J'ai un peu réduit la voilure, notamment en recrutant moins de juniors et d'alternants et de stagiaires. Je trouvais que ça nous dispersait un petit peu trop. Et voilà, il y a 2 personnes qui sont passées en freelance parce qu'elles avaient avaient des rôles un peu plus polyvalents. Et je trouve qu'on est beaucoup plus efficace. Et aussi, comme je te disais, on a plus de 40 participations. On passe beaucoup moins de temps à onboarder des nouveaux projets qu'à s'occuper du portefeuille existant. Donc 40 projets dans le portefeuille aujourd'hui. Ouais, 40 projets dont on est actionnaire. On peut citer Bubble Maps, Bolero, Billy qui a fait le ticketing de NFT Paris, Bolero dans la musique, Kiln, dont on a été parmi les premiers actionnaires. Pirates Labs, c'est que pour des projets crypto ou ça s'ouvre à toute la tech, tout l'entrepreneuriat tech, soit de la fintech, soit de l'IA, soit de la crypto? On est devenu, entre guillemets, assez gros pour se dire... ok, on va se diversifier dans notre stratégie d'investissement. Tu vois. Avant, on était très focus Web3. Le bear market a fait ressortir qu'il n'y avait pas beaucoup d'innovation, il n'y avait pas beaucoup de liquidité. Et en fait, moi, j'avais commencé d'ailleurs à écrire un bouquin, je ne l'ai toujours pas fini, mais où je repars sur... je break down le 0 to 1 en 10 étapes de l'entrepreneur. Okay. Et je fais un livre d'environ 90 pages. C'est un peu des anti-sèches. C'est pas de la théorie, rapide, c'est genre très limite bullet points. Si c'est pas dans le bouquin, c'est que t'en as pas besoin. J'en ai fait une espèce de conférence. D'où m'est venue cette idée? Parce que 99,9% de ce qu'on fait, tu vois, c'est de l'entrepreneuriat. C'est des gens, c'est créer un truc qu'on va vendre, tu vois. À partir de ce point de vue-là,
on peut le diversifier à d'autres sujets, à d'autres technos. Et on a commencé à explorer l'IA, on fait pas encore beaucoup de choses en IA, mais en 2022, on était rentré dans une boîte qui s'appelle Kinetics, qui faisait un truc au croisement de l'IA et de la blockchain. Ils avaient un logiciel IA qui permettait de créer des émotes et des animations dans des jeux, notamment des jeux blockchain. Okay. Donc voilà, à la base, nous, c'est l'entrepreneuriat et la tech qui nous intéresse, et c'est craquer des business models avec de la tech qui nous intéresse. Alors, il y a tout le côté joyeux, les beaux chiffres, les belles réussites, etc. Mais tu le sais, en tant qu'entrepreneur, il y a aussi un côté d'erreur, d'échec, de problèmes. Vous avez investi dans 40 boîtes aujourd'hui. Est-ce que c'est 40 qui sont encore vivantes, qui se portent bien ? Il y en a une qui est morte, celle qu'on appelait Human Divergence. Ok. Les fondeurs, Ilan et Victor, étaient incroyables. Juste, ça nous a appris que quand tu as un mauvais time to market, tu peux faire ce que tu veux, c'est très très difficile. Time to market, tu peux nous expliquer ce que c'est ? Time to market, c'est quand tu lances et que tout se passe bien. Ok, c'est-à-dire que le marché est prêt à recevoir. Exactement, tu vois. Et eux étaient beaucoup trop en retard par rapport au marché. 1 sur 40 ? Ouais. On est sur des chiffres plutôt bons. Je pense qu'on est à peu près à 42 en réalité, mais ouais, 1 sur 40. Est-ce qu'il y en a qui se portent mal ? Oui, il y en a 2-3 qui, là, en ce moment, n'ont pas beaucoup de trésorerie. Parce qu'encore une fois, tu vois, je disais, la trésorerie, c'est le cœur, le battant de ton projet. Et qui ont bien réduit la voilure et qui se repositionnent que sur des trucs qui leur apportent de l'argent. Il y a des bons entrepreneurs derrière. Moi-même, tu vois, en termes de trésorerie, je suis monté, je suis descendu, je suis monté, je suis descendu. Il m'est arrivé des histoires incroyables. Tant que ces mecs n'abandonnent pas. Et moi, j'ai vraiment cette conviction, d'ailleurs, Ben. C'est que si tu n'abandonnes pas, jamais, never, ever, tu vas réussir. Genre, la clé du succès, c'est de ne jamais abandonner. C'est ça la bonne formulation. La clé du succès, c'est de ne jamais abandonner. Alors, je suis pas d'accord avec toi, Bilal, et je vais te dire pourquoi. Je vais te rappeler une vidéo qu'on avait faite ensemble, Top Projet. Ok. Ouais, je suis dans la même lignée que mes camarades. 4. Déjà, c'est vrai que le pitch était un peu décomposé. Ensuite, la présentation, je sais pas si ça t'a aidé. Ensuite, le deuxième truc, c'est le business model, à la fois basé sur du full token et à la fois sur l'accompagnement. C'est très peu scalable. Donc, full token, c'est très peu sain et risqué. Et accompagnement, c'est pas scalable vu que t'es des humains qui vont les accompagner, les gens. Là, sur le moment, tu t'étais en mode, je te conseille fortement d'arrêter ce projet-là. Oui, mais dans le sens, arrêter ce projet-là, pas arrêter d'entreprendre. Ah, ok. Là, je parle en tant qu'entrepreneur. Okay. Tu vois, la clé du succès, c'est de ne jamais parmi d'autres. Abandonner. Okay. Exactement. Oui, tu peux pivoter. D'ailleurs, je dis toujours, pivoter, c'est pas un gros mot. Changer, en fait, on devrait plus dire affiner. Tu dis quelque chose différemment pour que ça parle plus aux gens. 99% des fois, tu vois. Justement, on va reparler de cette partie-là, Top Projet. Donc, c'était un concept pilote qu'on avait fait, qu'on n'a pas repris, parce que pour faire comme je veux le faire, c'est énorme ce que ça demande en frais, en logistique, etc. Mais j'avais quand même appris une chose lors de ce truc-là, et c'était grâce à toi. Effectivement, donc on avait un projet de réseau social qui était passé, qui ne plaisait pas au juge, qu'on se le dise. Il n'y a personne qui était, peut-être l'avocat, qui était emballé. Je t'avais posé la question, je t'avais dit, mais Bilal, comment tu fais pour dire à un gars, frérot, tout ce que tu es en train de faire, ça va dans le mur. Tu as perdu 2 ans de ta vie, tu as mis toutes tes économies de côté. Tu le dis ça aux gens parce que tu dois en voir passer tes projets tous les jours, des dingueries tu dois en voir passer. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, je suis connu pour être assez direct, franc, mais à ma connaissance, personne ne m'en a trop voulu parce que les gens ont compris ce que je leur disais et la plupart des fois, je les rencontre 3-6 mois après, ils me disent « Ah ouais, t'avais raison, tu m'avais dit ça, etc. » En fait, il faut juste le dire avec beaucoup de bienveillance et il faut juste bien construire ta réponse. À partir de ce moment-là, et tu vois, je lui donne des exemples pour qu'il s'imagine, pour qu'il comprenne, tu vois, la réponse que je lui donne. Et des fois aussi, je prépare la personne. Je lui dis, écoute, tu vois, je veux pas te faire perdre ton temps. Donc, tu vois, si tu prends une demi-heure avec moi, c'est pour que je te dise franchement ce que je pense. Donc, tu vois, ne te vexe pas, je vais te dire pourquoi j'aime pas tel et tel truc. Et donc, voilà, je prépare les gens. Un mois normal de Bilal, donc pas pendant l'été, un mois, je sais pas moi, voilà, on est au mois d'avril, un mois d'avril. Bilal, tu reçois combien de demandes d'investissement, de boîtes qui veulent rentrer dans Pirates, qui ont besoin d'un accompagnement? J'en reçois en vrai 3 fois plus depuis que j'ai commencé à faire mes vidéos en septembre sur Internet, où je reçois beaucoup plus de deals parce que je rentre dans l'algorithme LinkedIn et du coup, il y a plein de gens qui me disent « Ah tiens, tu veux pas investir ? J'ai vu que t'étais BA. » T'investis beaucoup en business en BA? Alors déjà, moi, tout ce que je fais est centralisé dans Pirates. Donc dans tous les cas, quand même si c'est un petit investissement, tu vois, comme je te dis, avec mon associé, on possède 85% du capital, c'est notre boîte, c'est nous deux, on fait tout ensemble. Et donc souvent on pense que j'ai des parts à côté, mais non, tout est centralisé dans Pirates. Donc combien on fait d'investissement dans Pirates? Je pense que l'année passée, en 2024, on en a dû en faire 6 ou 7.
On parle de quelle enveloppe? On a dû investir plus de 500 000 euros. J'ai plus le montant exact en tête, mais genre 560, un truc comme ça. Donc ça reste quand même dans les grosses structures de BA en France, hein, parce que le top 10 s'arrête en dessous des 1 million sur l'année, mais juste après, il y a des trous. Vous êtes une des plus grosses boîtes d'investissement au final alors peut-être Je pense qu'on est en nombre de l'investissement. chiffres, mais en... Ouais, non, mais je pense qu'on est un des investisseurs les plus actifs de Paris en termes de nombre. Définitivement dans le Web3. Et voilà, après, en termes de volume, en IA, en d'autres sujets, on n'y est pas du tout. Donc tu reçois 3 fois plus maintenant que tu es un peu visible sur les réseaux, etc. Peut-être 20 par mois, mais la vérité, c'est qu'il y a la moitié que je skip, l'autre moitié que je regarde en diagonale, parce que c'est des sujets qui m'intéressent pas, ou c'est des bots qui me bottent, du coup, je next direct. Alors attends, excuse-moi, je te coupe, mais c'est intéressant ce que tu dis. Les bots qui te bottent, donc, ça te dégage direct? J'avoue. Et je le dis souvent aux gens, ne me contactez pas sur LinkedIn, je réponds pas, je me fais trop botter. C'est une horreur. C'est une horreur. Au début, je disais, non, vas-y, j'ai pas envie d'être le mec qui ne répond pas aux gens. Finalement, et au bout d'un moment, genre, t'es overloaded. Ouais, non, c'est genre. C'est une catastrophe, ça. Il y en a que tu ne lis même pas, tu n'ouvres même pas le PDF. Il y en a que tu vas lire en diagonale parce que... Je regarde le message, mais j'ouvre pas le PDF. T'as plusieurs manières de lire un business plan. Toi, c'est quoi que tu recherches dans un business plan? Le truc qui me parle, c'est dur à se l'imaginer, mais c'est quand tu vois le deck sans pitch, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui te prenait par la main, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de mots qui servent à rien, il n'y a que des trucs qui sont utiles, et ça se voit tout de suite dans un deck, tu vois. Donc déjà, les techs où il y a trop de texte et tout, je next, tu vois. Parce que ouais, j'ai pas le temps d'aller chercher la bonne information dans tout le paragraphe, tu vois. Et ça devrait pas être comme ça qu'un mec target un investisseur. Voilà, tout simplement. Et après, c'est le sujet, si le sujet me parle, si je pense que je peux apporter de la valeur, parce qu'on a aidé une autre boîte un peu similaire, ou leurs clients, je les connais, évidemment, tu vois. Quand je peux apporter de la valeur, j'apporte de la valeur, et même si on n'est pas actionnaire, tu vois. Jamais dit non à quelqu'un qui m'a dit viens, on fait un call, j'aimerais te demander ton avis sur tel et tel truc. Est-ce que si le mec, tu vois qu'il a dépensé de l'argent dans le deck, c'est encore mieux pour toi, ou tu te dis, c'est pas grave s'il avait pas mis cet argent dans un deck. Un beau deck, genre vraiment beau, qui a été designé par des designers, etc. Un deck qui a coûté 2000 €, quoi. Est-ce que ça te dérange si tu reçois un PowerPoint, qui est bien, hein, mais un PowerPoint? Non, ça me dérange pas. Ça, c'est le côté tech un peu, non? Non, c'est pas le côté tech, c'est le côté que moi j'accompagne des entrepreneurs early. S'ils sont pas bons en design ou qu'ils ont pas pris le temps d'être bons en design, c'est pas un problème, tu vois. S'il y a d'autres fondamentaux de tech, de vision assez claire, ça me va parce que je sais que je vais... Et au contraire, je préfère parce que je sais que sur ces trucs simples tu vois, de fond et de forme, je peux rapidement le faire step up, tu vois. Si demain, je t'envoie un deck de 3 pages, il faut qu'il y ait quoi sur ces 3 pages? Je pense qu'il faut qu'il y ait les 3 ou les 4 trucs les plus importants pour convaincre un investisseur, tu vois. Comment le mec fait de l'argent, mais pas juste la formule, tu vois, genre détailler un peu le process de comment le onboard un client. Ça, c'est le plus important. Le deuxième, des éléments de traction SIA, parce que ça aide. Le troisième, une espèce de démo pour qu'on puisse matérialiser le truc pour de vrai, tu vois. Et la quatrième, l'équipe, on va dire les advisors, parce que c'est le nerf de la guerre, comme je te disais. C'est l'équipe et les gens qui entourent l'équipe qui sont capitales au succès. Tu reçois beaucoup de projets, crypto, pas crypto, un peu maintenant ouvert aujourd'hui. Comment tu vas trier un projet sérieux et un projet tout simplement qui brasse du vent ou qui raconte n'importe quoi? Les projets qui brassent du vent ou qui racontent n'importe quoi, je les next. Comment tu sais qu'ils te racontent n'importe quoi? Parce que soit, tu vois, il n'y a pas les fondamentaux que je te citais, quoi. Il n'y a pas l'équipe et l'entourage, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de traction, il n'y a que des trucs marketing, il y a buzzword, un peu agressif. Et du coup, next, j'ai pas le temps au sens où s'il n'y a pas déjà les fondamentaux dans ce deck-là, c'est qu'on part de trop loin et si le sujet ne m'intéresse pas non plus, tu vois. On va se concentrer un peu sur la crypto, notamment les projets crypto. Est-ce que les projets crypto sont trop valorisés? Alors, en fait, jusqu'au bear market, ils étaient trop valorisés. Et après, tu vois, depuis le bear market, il y a eu cette tendance de faire lunch avec des market cap super basses, sans VC, etc. Mais après, c'est sûr qu'il y a une décorrélation entre, je pense, l'utilisation réelle d'un produit et la capitalisation d'un token qui est lié à ce produit. Pour 99,9% des cas, franchement, ouais. Après, c'est un autre game, hein, et Nicolas l'explique très bien, c'est l'économie de l'attention. J'ai envie de dire, fair enough. En fait, il y a un point important, c'est qu'il faut confondre comment faire de l'argent avec ton equity et comment faire prendre de la valeur à ton token. C'est vraiment deux choses différentes, et souvent, les entrepreneurs, ils pensent que c'est la même chose,
Mais quand tu priorises ton equity, souvent tu délaisses ton token et inversement. C'est pour ça que la tokenomics, en réalité, c'est une science très compliquée. C'est pas juste faire un tableau avec des allocations. On a vu beaucoup de projets, d'ailleurs, de bons projets qui ont coulé à cause d'un token qui, lui, était moins bon. C'est très difficile, ouais. C'est un full-time job, comme je dis, un token. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe full-time. Sinon, c'est pas la peine de faire un token si tu crois qu'il va vivre tout seul. Ça ne marche pas. Tu as participé à la création de la BBS, la Blockchain Business School. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce que vous proposez dedans ? Ouais, alors la BB School, c'est un organisme de formation, c'est-à-dire qu'il est certifié par l'État pour fournir des formations certifiantes. On fait des licences en alternance, on fait des bootcamps de 3 mois en ligne certifiants sur des sujets tech et produits, à la fois blockchain et IA. D'ailleurs, récemment, on a sorti aussi un cours d'éducation financière, parce que je trouve que on n'est pas assez éduqué sur comment gérer ses finances, à quoi on a accès, comment faire fructifier son argent. Et c'est une première step avant de rentrer dans la crypto, je pense. Si je dis pas de bêtises, tu me corriges, mais vous utilisez tout le savoir que vous avez aussi via Pirates. C'est dans les mêmes locaux ? Ouais, c'est dans les mêmes locaux. La BB School, elle a un ADN très entrepreneurial, de par sa connexion à Pirates. Donc à la fois dans les cours, à la fois dans le mentorat, il y a des gens de Pirates qui accompagnent des étudiants de la BBS et sur leurs projets. Donc il y a cet ADN de builder qu'on essaie de transmettre. Et puis il y a cet ADN de business. Tu viens pas faire de la théorie, tu viens pour être confronté au marché, aux gens qui font le marché. Et c'est pour ça qu'à la BB School, il y a que des modules de 4 à 6 heures qui sont faits par une personne. Je crois qu'il y a 26 personnes qui font des modules pour les formations de 3 mois. Et donc ça permet d'avoir des cours de gens d'Ubisoft, de gens de Sorare, d'avocats. Vous êtes très bien entouré aussi. Les intervenants que vous avez, on est sur du haut niveau là quand même. Ouais, mais c'est comme dans les écoles de commerce. Il n'y a que des gens de l'industrie qui viennent t'expliquer comment ça se passe vraiment. La théorie, c'est bien, mais comment ça se passe vraiment, c'est mieux. Combien ça coûte aujourd'hui de participer à une promo à la BBS ? En moyenne, 3 800 €. C'est prévalable sur le CPF ? Oui, alors il y a une bourse de Pirates et plusieurs boîtes de Pirates sont syndiquées pour fournir une bourse aux jeunes étudiants diplômés. Donc si t'es diplômé depuis moins d'1 an, tu peux candidater à cette bourse et c'est gratos. Et il y a évidemment, pour les gens qui ont eu un emploi, leur crédit formation professionnel de formation, le CPF, il y a l'OPCO, il y a la région, il y a plein d'aides. Booker un rendez-vous sur nos sites internet, il y a toutes les informations. Si vous avez des questions, bien entendu, vous en êtes bien entouré à la BBS. Très directement, bien. On tombe sur Nathan, j'imagine. Exactement, Nathan Jaron, notre directeur pédagogique et pilier de la BBS. BBS fait partie du portefeuille de Pirates ? Ouais, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que dans nos stratégies un peu financières, on a voulu prendre des participations dans des boîtes où on estime qu'on va faire un retour sur investissement sur les parts, mais aussi dans des boîtes qui génèrent du cash flow qu'on peut capturer. Et donc oui, la BBS, c'est une boîte indépendante, encore une fois, dont Pirates, la société d'investissement, possède plus de 50% du capital. Et notre vision, c'était de créer, et même dans notre portefeuille d'investissement classique, des synergies entre les projets. Et ce que j'avais vu des projets, c'est qu'ils avaient besoin de sourcer les talents. Voilà, il n'y avait pas assez de structure dans la manière dont les talents abordent le travail, le développement produit, la technologie blockchain et IA dans les projets. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer la BBS. On est, j'ai envie de dire, directement fournisseur de business pour la BBS. Là, c'est super. Ça veut dire que typiquement, vous repérez les talents lors des passages à la BBS. Coucou, en sortie de BBS, après les 3 mois, ça dure à peu près. Ouais, exactement, ouais. Coucou, voilà, on a vu ton profil. Est-ce que ça t'intéresserait de bosser là-bas ou là-bas ? Et en plus, ouais, 40 souvent boîtes, ça vient des étudiants qui nous disent tiens, j'ai envie de travailler avec telle boîte, et on les met en relation. Très sympa. C'est combien d'apprentis pour l'instant, la BBS ? Il y en a environ 120 par trimestre. 120 par trimestre, ouais. Ok. Et on peut s'inscrire donc tous les trimestres directement ? Je réfléchis en trimestre, mais en fait, on peut commencer des cours tous les mois. Et la particularité de la BBS, c'est que chaque étudiant a affecté un mentor. Et donc, il y a vraiment une personnalisation, un suivi de l'étudiant sur ces 3 mois. Donc, typiquement, j'arrive à la BBS, je vais avoir un mentor. Ça peut être qui, par exemple, le mentor ? Ça peut être moi, ça peut être Alexandre Caraco, ça peut être des gens de l'écosystème. Et dès que j'ai une question, t'es un peu mon référent. Genre, là, je suis là-dessus. Il y a des rendez-vous récurrents de suivi. Et évidemment, il y a une disponibilité. On est tous
sur WhatsApp. Et comment vous faites pour... Parce que j'imagine, ok, c'est-à-dire que ça vous prend du temps, ça te prend du temps à toi. C'est-à-dire que vous avez un cap limité de personnes, il y a un certain nombre à partir d'un certain nombre d'apprentis que vous fermez les portes et vous dites, bon, bah, revenez dans 3 mois. Comment tu gères ça? Bonne question. Non, pas forcément, parce que globalement, c'est 120 divisé par 3, donc 40 personnes par mois. Et je crois qu'il y a une 45 ou 48 Oui, mentors dans notre réseau. Ok, donc t'arrives à gérer le... Oui, pour l'instant, oui. C'est quoi les belles histoires des gens qui ont eu leur diplôme de la BBS? Il y a une femme qui s'appelle Angélique, par exemple, qui est chez Absolute Labs. Ok, c'est stylé. Absolute Labs, ils font quoi déjà, rappelle-moi? Absolute Labs, c'est un CRM pour les passeports digitaux pour les grandes marques. Ok. Il y a beaucoup de gens qui travaillent chez des corporates comme Total, comme Deloitte, comme Air Liquide, comme Dassault. Ah oui, ok, donc on est même plus sur de la crypto, en fait, à ce moment-là. Bah alors, il y a des Blockchain. formations blockchain et IA, donc il y a un peu les deux, mais sur la partie blockchain, il y a des gens de ces corporates qui viennent suivre des cours et qui restent chez ce corporate. Ils sont dans les divisions innovation, dans la DSI, ils viennent s'acculturer, ils viennent réfléchir à comment cette technologie peut impacter leur travail. Alors, tu vois, nous, je sais qu'on est beaucoup suivis par des gens, pas des jeunes de 18, mais plus entre 24 et 35 ans. C'est des apprentis chez vous? Tu Ouais, bien remarques ce que... C'est quoi l'âge moyen, par exemple, des apprenants? L'âge moyen, il doit être autour de 30 ans, je pense. 30 ans, ok. Il y a une bonne moitié qui a moins de 30 ans et une bonne moitié qui a plus de 30 ans. C'est plus la médiane. Ouais, 28-30 ans, je pense que c'est la moyenne. Donc, il n'y a pas d'âge pour apprendre et changer de job? Alors, c'est pas forcément changer de job. Déjà, c'est compléter ses connaissances. Mhm. En réalité, il y a très peu de gens qui changent de job. Soit les gens ont déjà quitté leur job et ils font la BB School et ils ont envie de soit rejoindre une start-up, soit peut-être lancer leur projet. Ça, je dirais que c'est peut-être la moitié. La moitié qui veulent lancer leur projet, ok. Soit lancer leur projet, soit rejoindre une start-up. Ok. Et l'autre moitié, c'est plutôt des gens de grands groupes ou des gens qui aiment s'éduquer, apprendre des choses, faire des formations et qui suivent nos formations. Bon, en tout cas, on vous met le lien pour booker un rendez-vous directement avec la BBS si jamais ça vous intéresse. Allez, on passe sur un petit jeu avant de terminer avec ton regard sur le Web3, Bilal. Là, tu vas me compléter des phrases. La pire stratégie d'investissement, c'est... La pire stratégie d'investissement. Putain, elles sont difficiles, tes questions. Ah, il y en a encore 19 autres. C'est de tout mettre sur un truc. La pire erreur que fait un entrepreneur, c'est... C'est de sous-estimer le côté HR et social de sa boîte. Ce que les gens n'ont toujours pas compris sur la crypto, c'est que... C'est du real time. Solana, c'est... Du real time. Je ne ferai plus jamais confiance à... J'ai jamais fait confiance à des gens qui lançaient des meme coins, donc Sans spéculation, le Web3, c'est... c'est de la transparence. Si je devais parier ma vie sur une seule crypto, ce serait... Je viens de dire qu'il fallait pas tout mettre dans le même panier. Ouais, mais c'est la question. Bitcoin. Le projet le plus surcoté de tout le marché, c'est... tu veux Allez. me faire avoir des problèmes. Pas du tout, t'as dit XRP, ok. Je t'écoute. Tu l'as dit. XRP, tu peux le dire juste qu'on l'ait. J'allais dire XRP. Un truc que j'ai compris trop tard sur la crypto, c'est... C'est que c'est très différent d'un investissement en equity au sens où tu dois buy and hold très longtemps en equity. La crypto, c'est buy and sell a little bit every day. En parlant de buy and sell, ma plus grosse perte en crypto, c'est quand j'ai... Je me suis fait scammer. Je crois d'ailleurs à l'époque, je m'étais fait scammer genre 300 € en Ether et l'Ether, il était à 20. Donc c'est pour te dire combien d'Ether j'ai perdu dans ce scam. Mais il y a des gens, enfin le 300 € total, le prix de la leçon, ça va, ça pourrait Ouais. être... je veux dire qu'on a connu des trucs. L'erreur que tout le monde fait en crypto, c'est... C'est de ne pas vendre. La crypto qu'il ne faut surtout pas acheter, c'est... Je la connais pas. Cardano. Jamais S'il y a compris ce bien un projet. moment pour acheter, c'est... Maintenant. La pire narrative Web3, c'est... Je vais être dur. Allez. Je suis pas trop fan de la social faille. Le vrai problème avec Bitcoin, c'est... C'est les vieux qui comprennent pas. Ceux qui tradent tous les jours sont des... Trader. Très bons, très bons, bravo. Moi, j'aurais dit des fous, What's the mais catch? Ethereum est devenu... La colonne vertébrale du Web3. Le marché crypto me dégoûte quand... Quand il y a des politiques qui lancent des meme coins et qui Mhm. siphonnent la liquidité. Et qui siphonne la liquidité, bien sûr. Donc, t'as pas investi dans le Trump. Hein. J'étais dans l'avion. Avant la dernière question, Bilal, on a un petit jeu. T'investis combien jusqu'en 2050 ? Alors, je vais t'expliquer. On va te donner 6 cryptos, une par une. À chaque fois, tu vas devoir choisir combien tu vas investir dessus jusqu'en 2050 parmi les montants suivants. C'est 1000 dollars, Ok. 25 000 dollars, Ok. 50 000 dollars, Ok. 100 000, 500 000, 1 million. Chaque montant, tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois et c'est bien sûr définitif. Ok. Le Ripple, 1000, le SUI, 20 000, le 25, ok. 25, Le BNB, 50. le Dash, Tu m'as eu. ah bah oui.
Il reste combien? Là, c'est le 4e, le Dash. Et il Donc, ça reste veut quoi? dire qu'il te reste 100 000, 500 000 ou 1 million. Oula, 100 000. Elle a dit Bitcoin. Je me gardais le 1 million pour Bitcoin. Ah, je sais pas dit qu'il y a Bitcoin, hein. Le Doga, 1 million. 1 million direct. 1 million direct. Je fais skyrocket le prix. C'est vrai. Et enfin, Bitcoin, 500 000. 500 000. Et bah, dernière question, et donc, t'avais un avis sur la tokenisation? Mon avis sur la tokenisation, c'est un très bon point. Parce que d'ailleurs, parmi les investisseurs, il y a deux visions. Il y a la vision de dire la tokenisation, ça sert à améliorer l'infrastructure des actifs liquides, comme des actions cotées, etc. Et il y en a une autre qui dit la tokenisation, ça sert à apporter plus de liquidité aux actifs illiquides. La vérité, c'est que la plupart des VC sont partis sur le premier point, la tokenisation pour les actifs liquides. Et moi, j'ai fait le choix avec des boîtes comme Interstellar, où ils tokenisent du vin, Bolero, où ils tokenisent de la musique. La tokenisation, ça sert à apporter un peu plus de liquidité et de transparence Donc, à à des capter de actifs la valeur. illiquides. J'ai toujours eu, ceux qui me connaissent savent que j'ai cette idée de tokeniser des œuvres d'art. Que j'ai pas encore réussi À trouver. à créer et à trouver quelqu'un qui avait la même ambition et la même vision que moi. Mais voilà. Les NFT, pour toi, c'est fini? Non, les NFT, c'est un peu incompris. C'est comme si on parlait de papier. Le papier, c'est pas fini. Donc, On a les gratté NFT, la première couche, c'est et le maintenant, il contenant. faut... C'est le contenant. Très rapidement, on a une news sur Telegram et son écosystème, notamment le Ton Battleground. Tu peux me dire ce que c'est, Bilal? Ouais, bien sûr. Donc, en fait, cette année, nos thèses d'investissement, c'est pas mal porté sur Telegram, où je trouve que c'est la seule application qui peut vraiment ramener 1 milliard d'utilisateurs dans le Web3. Parce qu'ils ont plus d'1 milliard d'utilisateurs déjà, ils ont un wallet intégré, ils ont un explorer. Et en fait, j'appelle ça, c'est un truc que j'ai théorisé, j'appelle ça le Instant Social Apps. C'est-à-dire sur Telegram, tu n'as pas à télécharger quoi que ce soit. Tout dedans. Je peux t'envoyer un lien, tu cliques, bam. Et dans le cadre d'un jeu comme Ton Battleground, qui est un first-person shooter comme Call of Duty, Fortnite, qu'on a fait dans Telegram, j'appelle ça du Instant Social Gaming, parce que je peux t'envoyer un lien, tu cliques dessus et on est là en train de jouer en moins de 20 secondes. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Ton compte Telegram et ton wallet, c'est ton compte. Vous avez beaucoup de joueurs dessus? Ouais, on a eu plus de 300 000 utilisateurs uniques en 40 jours. Non, excuse-moi, 65 jours maintenant. On parle quand même de 300 000, c'est énorme. Ouais. L'avenir du jeu mobile, pour toi, c'est sur la blockchain? Bonne question. La plupart des VC, alors ça c'est une misconception, je sais plus comment dire en français, la plupart des VC ne croient pas au gaming Web3. Je dirais que le gaming Web3 a été mal défini. Il faudrait que ce soit d'abord du gaming et que le Web3 soit du complément au gaming et pas que le jeu soit basé sur de la crypto, des NFT. Pourquoi vous avez choisi la blockchain Ton pour aller vraiment avec Telegram? Alors en l'occurrence, maintenant ils ont un partenariat exclusif Telegram et Ton. Donc si tu construis sur Telegram, tu es obligé d'utiliser Ton. Et d'ailleurs, Pirates, dans notre approche Web3, on a toujours été très agnostique. C'est vrai. Tezos, historiquement? Tezos, Ethereum, Polygon, Starkware, Solana. C'est vrai que Ton. c'est toujours agnostique, toi. Même toi, en tant qu'investisseur crypto, etc., je t'ai jamais senti plus Bitcoin Maxi, Ether Maxi, Tezos Maxi, t'as toujours... Non, il y a des bons trucs dans pas mal de choses. T'as toujours vu le bon côté... Voilà, le très bon curieux chez de tout voir le monde. et de laisser le bénéfice du doute aux projets et à leurs écosystèmes. On peut s'inscrire directement, bon, c'est juste un lien pour jouer à Ton Battleground. Ouais, j'imagine. on peut le trouver sur Telegram, sinon on peut aller sur le site internet tonbg.com. Sinon, vous avez juste à scanner le code QR qui apparaît là. Exactement. C'est plus facile. Donc, Ton Battleground. Bilal, pour la dernière question, qu'est-ce que t'aimerais qu'on retienne de toi? Question profonde. Comme je te disais au début du podcast, moi ce qui m'anime, c'est de travailler avec des gens, de craquer des business models, de créer des produits. Mais d'aider aussi. Ouais, d'aider. Et donc, si on me considère comme étant un corps contributeur à leur projet, à leur succès, je serais le mec le plus heureux du monde parce que j'aurais été utile, tu vois. Et je pense que c'est cette quête d'utilité dans la société qui m'anime. Évidemment, il faut aligner les intérêts. Évidemment, j'ai envie de me faire de l'argent. Évidemment, j'ai envie de, tu vois, m'épanouir en termes de professionnellement, mais familialement. Mais mon fil rouge, c'est de contribuer, que les gens sentent que je suis utile. C'est un super mot de la fin. Je pense qu'on a fait un très bon tour. Bilal, merci Thanks. beaucoup. C'était un peu la version de Karine Le Marchand sur son canapé. Je m'attendais pas à ça. Exactement, t'as vu. Et en plus, c'est des trucs qu'on n'avait pas prévus et on y va. Excellent. Et, bien entendu, merci à vous tous. Donc, vous pouvez retrouver Bilal. Je vais mettre tous ses réseaux. LinkedIn, Twitter. Twitter aussi. Je vous mets tout en description. Merci à vous d'être restés jusque-là. N'oubliez pas, si ça vous a plu, mettre un petit like. Abonnez-vous, ça nous aide énormément et vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à le faire. Donc, un grand merci pour ça.
C'était Benjamin et Bilal pour le Crypto Daily. Et nous, on vous dit à très vite. Bye bye. Bye bye.